Salut à tous, ici Yann Darwin, finance et investissement mais pas chiant. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. On va parler du métier de marchand de biens en long, en large et en travers. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que tout simplement, tout le monde s'y intéresse et il y a de plus en plus de gens autour de moi qui faisaient du locatif et se mettent à faire du marchand de biens parce que ça apporte plein de choses qui sont intéressantes, notamment au niveau de la gestion locative qui est nulle ou quasiment nulle par rapport à du patrimonial. Également, ça permet de faire du cash, peut-être un petit peu plus vite. Donc pour les gens qui ne veulent pas se créer forcément du patrimonial, mais empiler du cash pour être capable de réinvestir, c'est quelque chose qui est intéressant. Et également dans le contexte actuel de mouvements politiques, de renégociations sur la fiscalité qui arrivent, puis qui sont annulées, puis qui arriveront peut-être plus tard, on sent bien qu'il va se passer des choses. Et je ne suis pas le seul à le sentir. Je pense que beaucoup de Français se rendent compte qu'il va se passer des choses dans le futur, même si on a peut-être un petit peu de temps devant nous, notamment jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Eh bien, c'est le moment de faire de l'argent. Voilà, il n'a jamais été plus de moment de faire de l'argent qu'aujourd'hui, je pense, avec tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, que ce soit au niveau de l'intelligence artificielle, que ce soit au niveau des nouveaux gouvernements, la gauche, la droite, etc., sans rentrer dans le débat. Et donc j'ai beaucoup plus de demandes en ce moment sur le marchand de biens. Donc j'ai décidé dans cette vidéo de faire un focus 100% marchand de biens destiné pour commencer aux débutants, à tous les gens qui s'intéressent, qui ne se sont jamais lancés en marchand de biens, qui hésitent, qui regardent, que tu aies déjà fait de l'immobilier locatif ou pas d'ailleurs, parce qu'il est aussi possible, même si c'est bien sûr plus difficile puisque tu as moins d'expérience, de te lancer dans le marchand de biens sans être passé par l'immobilier locatif. Il y a des gens qui, voilà, je croule un petit peu sous les demandes en ce moment, donc j'ai décidé de faire ce focus. Et voilà le programme du jour. Aujourd'hui, on va voir les bases du métier de marchand de biens. On va voir les compétences clés qu'il faut travailler, qu'il faut connaître. On parlera du processus d'achat d'évaluation, les stratégies de négociation, le financement, l'optimisation fiscale. On fera un petit point sur les montages juridiques, la gestion des travaux, commercialisation, gestion des risques et trésorerie et tous les outils et ressources importants à savoir. Et également, tant qu'on est au début de cette vidéo, pour les gens qui ne se sentent pas débutants, qui veulent aller plus loin ou qui sont débutants mais qui vont religieusement écouter cette vidéo et veulent quand même aller plus loin, tu le sais déjà, tu veux aller plus loin, j'organise un live cette fois-ci pour les gens un petit peu plus avancés. Ce sera le 29 octobre à 20 h. Le lien est là, il s'affiche partout également, yandarwin.com/live pour t'inscrire. Comme d'habitude, mes conférences en direct sont très souvent pleines, donc inscris-toi rapidement, yandarwin.com/live. Et on ira finalement, ce sera un petit peu l'étape 2 de ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler vraiment aux débutants. Il y a beaucoup de sujets dans lesquels je vais rentrer dans les détails, mais tu vas voir que le métier de marchand de biens, si je voulais vraiment rentrer dans les détails, on y passerait 10 ou 15 heures. Donc j'ai découpé les choses comme ça. Aujourd'hui, overview un petit peu général du métier, les pièges, etc., les choses à savoir. Et lors de cette conférence en direct, yandarwin.com/live le 29 octobre à 20 h, en direct avec les coachs, etc., et plein de surprises, on verra plus un plan d'action. Le plan d'action qu'on va te partager sur cette conférence, c'est finalement comment faire, ok, je me lance en marchand de biens sur ma première année, comment aller chercher 250, 300 000 euros de chiffre d'affaires pour être capable déjà de mettre en place les premières briques, soit pour en vivre, soit pour réinvestir plus grand. Voilà, ce sera vraiment le but de cette conférence. Mais sans plus attendre, aujourd'hui, on va commencer par le commencement. On va aller sur l'iPad, on va faire des dessins. Je vais faire du Shakespeare comme d'habitude. Et c'est parti ensemble. Le point 1, les bases. Alors, dans les bases, ce que je voulais revoir avec toi déjà, c'est qu'est-ce qu'un marchand de biens, ok ? C'est quoi le rôle du marchand de biens? Alors, il faut savoir que tout le monde le sait, le marchand de biens, c'est de faire des flips, ok, des allers-retours, l'achat-revente finalement de biens immobiliers. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le marchand de biens en tant que tel a un statut légal de commerçant, ok ? Donc on est vraiment sur du commerce, on est vraiment sur de la spéculation même immobilière où on va chercher à rentrer un bien, à le ressortir, ok ? Et quand je dis rentrer un bien, le ressortir, tu notes que j'ai pas dit le développer, le rénover, le découper, peu importe. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de marchands de biens qui se focalisent à acheter un bien, l'acheter correctement, on en parlera après parce que tout se passe à l'achat. Okay, dans l'immobilier, c'est toujours pareil, que ce soit le marchand de biens ou pas, et qui le ressortent tout de suite sans faire de modification. Okay, et si possible, le plus vite possible. Alors certes, on fera peut-être moins de plus-value que si jamais on rénovait le bien. C'est sûr que si je le rénove de façon magnifique, etc., je vais le vendre plus cher, puisque je vais ajouter de la valeur. Mais si en échange de faire ce flip-là,
très rapidement, puisque ce qui m'importe en marchand de biens, et on va en parler beaucoup, c'est le temps de portage. Pourquoi? Parce que le temps, c'est de l'argent. Plus rapidement, je préfère gagner, on va dire, je dis des chiffres au hasard, hein, 20 000 euros en 2 jours, ce qui est complètement possible en marchand de biens, que 50 000 euros en 6 mois. Voilà, très clairement. Pourquoi? Parce que le temps, c'est de l'argent, ça me permet de faire tourner mon cash plus rapidement, ça me permet d'investir plus rapidement, ça me permet, puisque j'ai également une notion d'investir sur des années fiscales, hein, finalement, sur mon bilan, il faut que j'anticipe ma fiscalité, etc. au niveau de ma société, puisque je rappelle que j'ai un statut commerçant, donc j'ai un statut, c'est la deuxième chose à comprendre ici, professionnel, ok, je suis un professionnel de l'immobilier au même titre qu'un promoteur, au même titre qu'un agent immobilier, en tout cas les bons et ceux qui ont la carte, le vrai agent immobilier, pas l'agent commercial. Je suis un professionnel au même titre que n'importe quel promoteur. Et je vais être vu aux yeux de la loi, et c'est important, pour les garanties que ça va engendrer, comme un professionnel. Okay, donc petite parenthèse. Et donc, je vais agir comme un professionnel. Et donc, je vais aussi avoir en tête mon exercice fiscal, toutes les optimisations, etc. C'est pour ça que le temps est si important en marchand de biens. Et encore une fois, je préfère faire de l'argent rapidement pour réinvestir, pour profiter des intérêts composés et également pour diminuer les frais. Puisque plus je passe de temps dans mon opération et plus je vais avoir ce qu'on appelle des frais de portage qui peuvent être de diverses sources. Okay, ça peut être mes assurances, qu'elles soient obligatoires ou complémentaires. Ça peut être mon prêt, ma ligne de crédit, si jamais je fais un prêt, on en parlera un petit peu plus tard. Ça peut être, par exemple, si je fais appel à du financement participatif alternatif, genre du crowdfunding, ça peut être les frais de crowdfunding, mes investisseurs, mes associés, peu importe. Okay, plus ça va vite, plus je baisse mes frais. Okay. Ensuite, du coup, pour rester dans les bases, qu'est-ce qu'on vise quand on est marchand de biens? C'est quoi les types, un petit peu, la typologie de biens qu'on vise? Alors principalement, ça va être un petit peu toujours la même chose, et en tout cas pour le marchand de biens, on va dire, qui fait les choses rapidement. J'allais dire débutant, mais même pas débutant. Quelqu'un qui flippe rapidement sans rentrer dans la grosse promotion, dans la grosse rénovation et dans le côté vraiment très promoteur du métier, mais plutôt dans le côté, voilà, on va dire artisan. Je fais mon travail, moi tout seul, moi avec mes associés. Éventuellement, je structure un tout petit peu, mais je rentre pas dans une usine à gaz, ok? Et souvent, c'est ce que font les marchands de biens quand ils se lancent. Ils tombent dans le piège peut-être de vouloir rentrer dans l'usine à gaz, de prendre l'immeuble immense de 1500 m², de vouloir tout rénover, etc. Alors que peut-être quand on se lance, ce qui serait peut-être plus malin au départ, c'est de faire des opérations simples. Parce que, encore une fois, les vraies compétences et la valeur ajoutée du marchand de biens, on va en parler plus tard au fur et à mesure, ça va être d'être capable de faire fonctionner son réseau et de bien acheter et de bien vendre. Okay, pas forcément de rénover, oui, bien sûr qu'on peut rénover, mais ça n'est pas un prérequis obligatoire pour ce métier-là. Okay, donc on continue. Qu'est-ce qu'on va viser finalement dans ces bases? On va viser des maisons. Principalement, certains marchands de biens sont sur de la maison. On va également viser bien sûr de l'appartement. On va éventuellement viser de l'immeuble sur lequel on fera de la découpe. Et on va éventuellement viser de la maison plus terrain. Alors je vais noter ça terrain, mais ça pourrait être jardin également, pour tout simplement faire de la découpe. C'est-à-dire une maison d'un côté, un terrain constructible de l'autre, un terrain sur lequel on construit ou qu'on revend constructible. C'est peut-être d'ailleurs plus intéressant parce qu'une construction, ça prend énormément de temps. Revendre un terrain constructible, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus liquide. Et certains marchands de biens également se focalisent sur les terrains. Et j'entends par là la division parcellaire, c'est-à-dire que ça soit le lotissement, la découpe de terrain, etc., etc. Globalement, les marchands de biens, ça tourne toujours autour de ces choses-là. Oui, il y a des cas particuliers, oui, il y a un petit peu des niches, il y a des gens qui vont faire du bien, par exemple, des ventes domaniales, il y a des gens qui vont faire des ventes aux enchères, il y a des gens qui vont se spécialiser dans les liquidations, etc. Mais c'est globalement des niches, c'est une façon de le faire, mais quand on a parlé de ça, on a globalement parlé de la plus grosse partie des marchands de biens qu'on connaît, qui nous intéressent et qui font des choses relativement rapides sans rentrer dans des complications, puisqu'il y a assez de complications dans ce métier-là. La zone, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est bien sûr toute la France, voire même bien sûr les dom-toms. Okay, on n'est pas limité quand on est marchand de biens à une zone géographique. Maintenant qu'on a vu un petit peu ce que fait le marchand de biens, qu'on a compris de façon globale ce qui était important, parlons des compétences. Okay, quelles sont les compétences à avoir quand on est marchand de biens? On ne peut pas voir de la lumière et devenir un marchand de biens du jour au lendemain. C'est quand même quelque chose qui est relativement casse-gueule, puisque n'oublions pas que, et j'insiste encore une fois dessus,
Le côté ici, professionnel de l'immobilier, ok. Le côté commerçant nous donne des responsabilités légales, ok. Et on va être soumis au même type de responsabilité, par exemple quand on livre un appartement, qu'un promoteur. Avec décennale, biennale, parfait achèvement, garantie des vices cachés, etc. Et ça, il faut vraiment le comprendre. C'est-à-dire, c'est pas moi qui fais un flip en résidence principale, je suis un particulier, j'ai vendu ma résidence principale. C'est pas moi qui, investisseur immobilier, arbitre mon patrimoine. J'avais acheté un immeuble il y a 5 ans, je le revends, je suis un particulier, je sais pas moi, en nom propre, en SCI, à l'IR, peu importe. Peu importe d'ailleurs le montage fiscal, mais je suis un particulier, ok. Là, quand je suis un marchand de biens, je suis un professionnel, j'ai des responsabilités professionnelles, on peut m'attaquer beaucoup plus facilement au tribunal, etc. Il faut vraiment l'avoir en tête, c'est quelque chose qui change. Donc, le point 2, du coup, on a besoin de compétences. Quelles sont les compétences les plus importantes? Putain, tu me connais, j'écris comme un médecin, j'ai raté ma vocation. Les compétences les plus importantes pour moi, pour le marchand de biens. La première, c'est clairement capacité à l'organisation et capacité à la gestion administrative. Alors je sais, c'est chiant. On a envie d'aller sur le terrain et de se dire « Ah bah je suis le meilleur, je suis le marchand de biens, comme dans les films, tu sais, j'achète, je vends, je suis un trader. » Mais si on n'a pas ça, on va se planter. Pourquoi ? Parce que chef d'entreprise, parce que entreprise, donc qui dit entreprise dit comptabilité, fiscalité, optimisation fiscale, qui dit immobilier dit démarche administrative, autorisation, parfois permis de construire, parfois déclaration de travaux, parfois aller parler à l'urbanisme pour négocier, etc., etc. Donc il faut être relativement organisé et il faut être globalement OK avec l'administratif. Alors déjà, là je sais que j'ai plein de gens qui me disent OK, ça ne me correspond pas, c'est pas pour moi. N'oubliez pas les amis, et ça a été mon cas d'ailleurs, sur tout le début de mon parcours et même encore aujourd'hui, ça fait bientôt 15 ans que je fais du marchand de biens en France et à l'étranger. Je suis pas méga attiré par l'administratif, c'est pas des trucs qui m'intéressent. Je suis même pas une personne spécialement organisée par rapport à d'autres gens qui vont être militaires. Par contre, la beauté du métier de marchand de biens, c'est qu'on peut également s'associer. On peut faire des opérations, qu'elles soient uniques en association ou s'associer à long terme avec un ou plusieurs associés sur lesquels on fait une multitude d'opérations. Quand vous vous associez, les amis, choisissez des profils complémentaires. Si tu détestes l'administratif, si tu n'es pas très organisé, associe-toi avec une personne qui va être attirée par ça, qui va être bonne là-dedans. Et vous vous scindez les rôles. Quand on est associé, une bonne association, c'est pas de faire tous les deux la même chose, ou tous les trois la même chose, tous les quatre la même chose. Une bonne association, c'est de scinder les rôles et de se faire confiance. Bah, toi, tu vas gérer le suivi des artisans, les travaux par exemple. Toi, tu vas gérer l'achat, la relation avec les vendeurs, la relation avec les agents immobiliers pour faire du réseau, pour sourcer des biens. Toi, tu vas gérer l'administratif et la banque, etc., etc. C'est comme ça que ça fonctionne bien, ok ? Donc, si tu n'as pas les compétences nécessaires, déjà, elles s'acquièrent. On peut se former en organisation, on peut se former en gestion. On peut au début faire des opérations plus lentes et puis après chercher à augmenter le rythme, ok ? Ça reste de l'immobilier, c'est quand même lent, tu vois, on parle en semaine, on a le temps de voir venir. On a le temps de faire les papiers, on a le temps d'apprendre, ou alors tu t'associes tout simplement. Mais ces compétences, elles sont super importantes pour le suivi rigoureux des dossiers, les autorisations, les démarches, etc. Deuxième compétence, c'est d'être capable de se former et de comprendre que la formation est continue. J'en apprends encore tous les jours, peu importe sur les différents marchés sur lesquels on peut opérer, que ce soit en France ou à l'étranger, parce qu'il y a toujours des trucs qui changent, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours tu changes de secteur, tu as un nouveau partenaire, etc. etc. Tu apprends à connaître les gens, les normes changent, les lois changent, les régulations, etc. Donc, il faut avoir conscience que c'est un métier où il faut un petit peu toucher à tout. Il faut un peu comprendre ce qu'est le bâtiment, un peu comprendre ce qu'est le travaux, un peu comprendre ce qu'est, je sais pas, la gestion administrative, la banque, la comptabilité, etc. Et en fait, un marchand de biens, j'ai envie de dire, ça va peut-être en choquer certains, c'est quelqu'un qui est moyen en tout. Un marchand de biens, c'est pas un mec qui est super bon en travaux. Peut-être que tu as des compétences et tu es déjà fort en quelque chose, et tant mieux. Mais un bon marchand de biens, et tous ceux que j'ai pu voir, qu'on a pu accompagner, etc., c'est quelqu'un qui est moyen en tout. Je sais pas, si l'échelle de l'expertise, tu vois, c'est de 0 à 100, ben un marchand de biens, il a 60, 65, 70, mais dans beaucoup de domaines. Dans la gestion des travaux administratifs, le sourcing de biens, la revente, c'est un bon sales, etc. Il sait parler, il sait faire du réseau. C'est pas quelqu'un qui est à 99% sur les travaux et qui s'y connaît super bien sur les procédures administratives. Parce que de toute façon, il suffit de poser la question, il suffit de lire, il suffit de décrocher son téléphone, d'aller à l'urbanisme, etc. Donc il n'y a pas besoin d'être un expert du tout. Par contre, il y a besoin d'avoir ce côté
polyvalent, ce côté chef d'orchestre un petit peu de son équipe, de ses associés, des différents corps de métier avec lesquels on va travailler, que ce soit les huissiers, que ce soit les géomètres, etc. On va toucher vraiment à beaucoup de choses. Mais il n'y a pas besoin d'être spécialement bon. Il faut juste se former au quotidien et avoir ce côté curieux, ok? La curiosité, l'auto-formation, la formation continue, c'est une vraie compétence clé, extrêmement clé d'un marchand de biens. Donc pose-toi les questions si c'est aussi quelque chose pour toi. Ensuite, le côté extrêmement important, relationnel et réseau, ok? Un bon marchand de biens, c'est quelqu'un qui sait travailler ça. Alors, attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Un bon marchand de biens, c'est pas quelqu'un qui est un super tchatcheur, qui sait charmer tout le monde, etc. Si tu es un bon vendeur, peut-être que tu seras un bon marchand de biens parce qu'en effet, tu auras ce côté très relationnel, ce côté d'avoir ce que tu veux. Mais c'est pas forcément nécessaire. Par contre, tu dois avoir conscience que beaucoup de choses vont se passer à l'achat, que la plupart de tes plus-values et de tes débouclages, finalement, quand ça va bien se passer, c'est que tu auras bien acheté. C'est pas forcément que l'opération aura été un petit peu plus rapide ou un petit peu plus lente ou que les travaux t'aura payé 5% de moins. Ça se passera vraiment sur la partie est-ce que j'ai bien acheté? Est-ce que j'ai trouvé un bien intéressant? Est-ce que j'ai trouvé un bien sous le marché? Est-ce que j'ai trouvé un bien négociable? Est-ce que j'ai réglé des problèmes qui fait qu'un bien qui n'était pas intéressant est devenu intéressant et donc maintenant j'ai des acheteurs? Est-ce que j'ai identifié un secteur, et il y en a encore aujourd'hui tous les jours, on en trouve nous-mêmes, donc c'est pas impossible, qui est sous-évalué parce que les gens n'ont pas vu qu'il allait se passer un truc, t'anticipes quelque chose, un changement dans le quartier, l'arrivée d'un métro, d'un train, peu importe, un parc, une école, un hôpital. Il y a beaucoup de choses qui évoluent dans l'immobilier et l'immobilier est un marché assez lent et les pricing ne changent pas en temps réel. C'est pas la bourse, tu vois, c'est pas les cryptos, ça change super rapidement. L'immobilier, c'est assez lent à muter, à se transformer. Donc, il est assez facile, entre guillemets, quand on a l'œil et qu'on est capable de prendre des paris, d'identifier des potentielles bonnes affaires et de les taper à l'achat. Mais pour ça, en effet, il faut aller sur le terrain, il faut parler, il faut avoir des infos. Donc il faut être capable de tout simplement se prendre des portes. Il y a un sport, toujours quand on me dit comment tu fais pour avoir du réseau, comment tu fais pour avoir des biens off-market, comment tu fais pour avoir... Enfin, j'ai des exemples absolument tous les jours, pas plus tard qu'encore que la semaine dernière, où on te présente du off-market juste parce que la chance. Enfin, comprends que tu vas parler à des agents immobiliers, tu vas parler à des notaires, tu vas parler à, par exemple, parfois de la gestion de succession, etc. Et en fait, c'est juste d'être au bon endroit, au bon moment et de poser la question. C'est pas de faire un relationnel, un réseau de fous où on se dit il y a des arcanes, des trucs cachés. Non, c'est juste, en face, il y a des gens qui ont besoin de vendre. Il y a des agents immobiliers qui ont besoin de manger. Donc quand ils ont du off-market et que c'est pas vendu, ils vont t'en parler. Hein. Il n'y a même pas besoin d'être dans les petits papiers, tu vois. Oui, ça aide d'avoir fait des opérations avec des gens. Oui, ça aide d'être vu comme un professionnel. Mais vraiment, rentrer dans les agences, poser des questions, faire des visites pour rien, dire « Ah, vous n'avez pas autre chose », préciser sa recherche et juste faire beaucoup de volume comme ça, être prêt à se prendre des portes, être prêt à... Voilà. On te propose toujours des biens off. Toujours. C'est pas quelque chose qui est compliqué. Après, à toi de savoir les évaluer ou pas, ok ? Mais ça, c'est vraiment une compétence clé d'être capable de bâtir des relations finalement solides avec agents immobiliers, promoteurs, notaires, tous les métiers qui tournent autour de l'immobilier, et aussi être capable, c'est un conseil que je donne souvent, de beaucoup dire au quotidien à beaucoup de gens qui parfois n'ont rien à voir avec l'immobilier, ce que tu cherches et ce que tu fais. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ah bah mon cousin il est agent immobilier, ah bah mon grand-père il est notaire, et c'est juste provoquer la chance, ok ? Donc ça, compétence clé. Maintenant, si on continue, qu'on va sur la partie 3, parce que j'essaie d'avancer, encore une fois, on est sur la partie débutant. Si tu veux aller sur la partie avancée, tu as le lien en bas, ça se passera en live. On va parler du processus d'achat et l'évaluation d'un bien, tout ce qui est critères de sélection, etc. etc. Alors, 3. Processus. Comprenons bien que on a des critères de sélection qui ne sont pas extrêmement compliqués. Bien sûr que des marchands de biens vont se spécialiser. Peut-être qu'au fur et à mesure de ton parcours en tant que marchand ou via ton historique en tant qu'investisseur locatif, par exemple, tu as déjà un secteur de prédilection. Tu as déjà une spécialisation. Ça peut être les colocs, ça peut être le meublé, ça peut être la courte durée. Donc, tu as déjà une vision peut-être potentielle de ton secteur. Ou si tu l'as pas, va falloir que tu la fasses. Le but du jeu, c'est de comprendre très bien où est-ce qu'on opère.
Parce qu'on a besoin de savoir à qui on va vendre. Et pour comprendre à qui on va vendre, on a besoin de savoir ce qu'il y a sur notre secteur. Je te prends un exemple très simple. Si je suis à côté d'une fac, c'est plus du logement étudiant. Si je suis à côté d'un hôpital, j'ai beaucoup de gens qui travaillent dans cet hôpital. Si je suis à côté d'une centrale nucléaire, j'ai beaucoup de gens qui travaillent dans cette centrale nucléaire, une prison, etc. Peu importe. Si je suis dans une très grande ville, ça ne fonctionne pas pareil que si je suis dans un petit village, etc. etc. La beauté du marchand de biens, c'est qu'on peut faire finalement des achats et des reventes partout. Il est très simple de comprendre de base que acheter un bien et le vendre plus cher, c'est pas quelque chose qui est impossible. Il faut comprendre où est-ce que j'achète, quel est mon secteur, et surtout à qui je revends et quelle est ma cible. Parce que ça va me permettre d'acheter correctement, de savoir les prix de cette cible aussi, parce qu'il y a des prix maximum, il y a des paliers à passer. Un couple avec un enfant n'achète pas du tout le même type de bien qu'une famille avec 4, et c'est souvent bien pas les mêmes budgets, donc il faut comprendre tout ça. Et il faut être capable surtout de placer ces négociations. Parce que ce qu'on veut faire, et ce qui est surtout le plus important, et on y revient, acheter bien, ok? Vraiment, c'est-à-dire que, autant je te dis souvent, un investisseur locatif doit faire des bonnes affaires et ne doit faire que des bonnes affaires, mais pour un marchand de biens, c'est encore plus important, encore plus prégnant. Un marchand de biens doit acheter à tout prix sous le marché. La marge se fait à l'achat. Si j'achète sous le marché, si j'achète par exemple 20% sous le marché et que je vends au prix du marché, j'ai un delta de 20%, sans rien faire, ok? Juste en ayant bien acheté, ok? Et ça, c'est très simple à comprendre et c'est même pas spécialement compliqué à mettre en place. Il faut encore une fois être prêt à faire du volume, il faut être certain d'avoir la vision et de comprendre ce qu'est son marché à l'achat et ce qu'est sa cible à la revente, ok? Et le but d'un marchand, souvent on se dit, ok, le but d'un marchand, ça va être d'acheter un truc, de l'embellir, de l'améliorer et de le vendre très cher. Mais non, c'est pas ça le but d'un marchand. Le but d'un marchand, c'est d'acheter bien, en effet, éventuellement d'embellir, d'améliorer, de découper tout ce que tu veux, mais également de vendre bien. Et quand j'entends bien, cette fois-ci, j'entends bien pour l'acheteur. Ok ? Un marchand de biens ne vend pas surévalué. Un marchand de biens ne vend pas au-dessus des prix du marché. Pourquoi ? Parce qu'un marchand de biens vend son temps, entre guillemets. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus ses frais de portage augmentent, moins on fait jouer le réinvestissement, moins on fait jouer les intérêts composés. Donc un marchand de biens vend son temps. En tout cas, se bat contre son temps. Donc, si je vends plus cher que le marché, si je vends un peu surévalué, oui, je vais peut-être toucher du monde. Oui, je vais peut-être finir par vendre. Et surtout sur certains sous-secteurs, ou en tout cas niches, comme par exemple le luxe. Souvent, le luxe est plus cher, bien sûr, au mètre carré que le non-luxe, ok ? Mais ça, c'est à toi de connaître ton acheteur et te placer correctement. Même si tu fais du luxe, bien sûr que tu peux aller chercher des prix bien plus chers, des marges peut-être plus intéressantes sur certains secteurs, c'est toujours pareil, tout s'étudie. Mais je ne vais pas chercher à me mettre très haut, parce que je ne veux pas mettre 6 ans, je ne veux pas mettre 6 mois, je ne veux pas mettre 1 an, je ne veux pas mettre 2 mois à vendre. Je veux vendre rapidement. Donc, je price mon bien pour qu'il parte rapidement. Et bien souvent, pour qu'il parte rapidement, je suis soit au prix du marché, vraiment bien placé, soit même un peu en dessous. Et un marchand de biens qui finalement achèterait avec une belle décote de 20 ou 30% et qui vendrait sous le marché à 2, 3, 5%, ferait une opération très rapide où il y aurait encore de façon brute 15 ou 20% de marge. Okay ? Bien sûr, une des compétences clés qu'on verra plus tard, c'est d'être capable de calculer au-delà du brut. Mais toujours est-il qu'on comprend l'idée. Et c'est ça vraiment qu'il faut comprendre. Souvent, les gens comprennent qu'un marchand de biens, voilà, c'est le mec, il est là, il fait des trucs de fou, il vend super cher. Non. Le marchand de biens, il est là pour aller vite. Il est là pour faire bien, il est là pour faire des bonnes affaires à ses acheteurs également, pour faire du réseau, etc. Ça se joue beaucoup là-dessus, ok ? Donc, premièrement, je veux acheter sous les prix du marché. Je veux évaluer les perspectives de valorisation non perçues par le marché, ok ? Donc, la hausse de valo. Et je te jure que ça, c'est peut-être le truc le plus incompréhensible pour les débutants, mais il y a souvent des choses que le marché n'a pas vues. Pas forcément que le marché n'a pas vu, c'est-à-dire que même les agents immobiliers, par exemple, te disent « Ah ben là, il y a ça qui arrive et du coup, l'immeuble va monter en valeur. » Mais personne, entre guillemets, n'a eu les coronesses de faire le projet. Tu vois ce que je veux dire ? Et souvent, on sait, il y a vent d'eux, il y a une vision, mais personne ne prend le projet.
Personne ne prend le risque. Personne n'a peut-être, si c'est un truc très cher, la surface financière. Ou si c'est justement un truc trop petit, ben, ça n'intéresse pas non plus les marchands, parce que souvent dans une ville, tu vas voir, il y a plusieurs styles de marchands. Hein. Il y a les tout petits qui débutent, il y a les milieux, et puis il y a les gros. Et les gros, ils s'en foutent, tu vois, d'aller sur du studio et de faire un aller-retour sur un studio. Mais peut-être que si toi tu débutes, c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Donc c'est aussi une bonne idée de se nicher sur quelque chose. Là, moi aujourd'hui par exemple, avec le recul qu'on peut avoir au niveau de Green Bull, etc., et au niveau de notre expérience, on va plus sur les petits projets, ça ne nous intéresse pas. Mais il y a plein de marchands que ça va intéresser. Donc, c'est pas parce que personne ne le fait qu'il ne faut pas le faire. Mais il faut être capable de voir l'opportunité, ok? Donc, les perspectives de valorisation. La rentabilité, parlons de rentabilité parce que, ok, qu'est-ce qu'on cherche en termes de marge quand on est marchand? On va chercher vraiment un 20% minimum, d'accord? Donc, je veux que ma marge, quand je revends, soit de 20% minimum et il vaut mieux viser 30, ok? Je sais que si j'arrive à faire ça, même si je ne vais pas très loin dans les calculs et si je ne porte pas mon opération pendant des dizaines d'années, ce qui ne sera pas possible d'ailleurs en marchand, je vais avoir quelque chose qui est ok, d'accord? Je vais avoir quelque chose qui fera du sens comptablement. Si je vais chercher 20 à 30% de marge. Bien sûr qu'il faudra projeter mieux que ça. Il faudra faire un prévisionnel. On travaille avec un comptable, on en parlera un petit peu plus loin. L'expert comptable est super important pour le marchand. Hein. Ça fait partie de l'équipe, un petit peu de la dream team du marchand de biens. Mais déjà, à la grosse louche, quand je veux être rapide sur le terrain, si je vais chercher 20, plutôt même 30, je sais que mon opération va plutôt bien se passer. Okay, et je l'ai dit dans le processus, comprendre le client final. Okay, ça, on l'a compris. Comprendre le client final et comprendre ce que je vends, à qui je le vends. Je vois trop de marchands qui font des opérations au petit bonheur la chance. Genre, j'ai acheté ça, ça a l'air d'être une bonne affaire, on verra en combien de temps ça se vend. Non, à qui tu vends? C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple avec des travaux parce que c'est quelque chose qui se comprend peut-être mieux. Si je fais des travaux, je ne pense pas à mes travaux pareils pour un couple sans enfants et pour une famille. Je ne vais pas faire les mêmes finitions, je ne vais pas faire les mêmes usages dans le bien, je ne vais pas découper les pièces pareilles. Je ne vais pas, par exemple, si je sais que pour une famille, dans une maison un petit peu banlieue, si je mets une salle de jeu, tu vois, je fais une maison 5 chambres et je trouve un coin pour mettre une salle de jeu pour les enfants, bien correctement, etc., avec le petit truc par terre qui va bien, la déco, je sais que je vais faire un hit. Je sais que je vais augmenter mon potentiel de coup de cœur. Mais je ne vais pas faire ça. C'est pour un étudiant, ça se comprend très bien. Donc il faut que je comprenne mon client final, il faut vraiment que je fasse cette étude du client final. Ok, sur ce secteur, ce type de bien, cette taille, ce prix de sortie, je vends à qui? Et une fois que j'ai cette étude un petit peu de mon client final, parfait, imaginaire, je vais travailler, si je fais des travaux, pour lui plaire. Donc si, encore une fois, je reste sur mon exemple, je mets un coin salle de jeu, hop, je découpe un bout de garage qui servait à rien, où il y avait un espèce de grand cagibi de 6 mètres carrés, 8 mètres carrés, j'en fais une salle de jeu, tu vois, je peux rien trop en faire à part ça, un peu de stockage, boum, dans le jardin, je te mets un espace bien en bois pour les enfants, etc. Bref, je pense le truc pour générer le coup de cœur. Si je génère le coup de cœur, je vends plus vite, c'est toujours pareil, et puis je vends même mieux valorisé. Je peux regarder ce qui se passe en termes de rareté. Ça aussi, comprendre quelque chose. Quand je suis marchand, et c'est pas valable que pour les marchands, il faut que je comprenne la notion de rareté. Okay, c'est-à-dire que quand je vais faire mon étude de marché, je vais rester sur mon exemple de la famille, il est très bien. Okay, je suis dans une banlieue, pas loin d'une ville, petit, tu vois, les villages qui sont autour. Ma cible, c'est vraiment ça. C'est 5 chambres, famille, salle de jeu, etc. Je vais faire mon étude de marché. Je vais regarder, ok, je me mets à la place de cette famille-là. Je veux acheter une maison. Je vais visiter. Je vais voir. Je vais donner des coups de fil aux agences immobilières, regarder les sites internet, regarder le bon coin, pour voir ce qui se vend. Qu'est-ce que tu as quand tu es une famille dans ce secteur pour 200 000 euros, pour 300 000 euros, pour 400 000 euros, pour 500 000 euros? Où est-ce que je vais me placer? Est-ce qu'il y a un truc qui coche toutes les cases? Non, il y a toujours un problème. Ah, ben c'est jamais bien rénové, ou alors c'est jamais bien pensé, ou alors il manque toujours une salle de bain, ou alors il manque toujours une salle de jeu, ou alors il manque tout. J'ai jamais tous les critères magnifiques que je me suis imaginé pour mon client final. Donc si moi je les mets en place, forcément, mets-toi à la place du client. Tout le monde va chercher la même chose, tout le monde va chercher cette maison de rêve, entre guillemets, ou en tout cas qui correspond à mon projet familial. Si moi je le mets en place, bien sûr que je vais vendre plus vite. Donc ça, c'est une vraie compétence du marchand de biens, vraiment. Et ce côté un petit peu finalement architecte d'intérieur avec beaucoup de pincettes, de se dire ok, je vais être capable de mettre en place les choses pour mon client. On continue, point 4, on avance.
Stratégie, négociation et achat. Ok. Négo et achat. Comprenons bien qu'on veut acheter sous le marché. Mais comprenons bien que pour ça, il faut négocier. Mais comprenons également que tous les biens ne sont pas négociables. Et peut-être que sur, je ne sais pas, 100 biens, eh ben, il y en a 10% ou 20% qui sont vraiment négociables. Et les autres, les vendeurs ne bougeront pas, pour plein de raisons. Parce qu'il y a un truc justement qui est négocié, qui est plutôt rare sur le marché, et ils connaissent la valeur de leurs biens. Parce que le truc est rénové, il n'y a pas de valeur à ajouter. Parce que, et c'est souvent le cas, le mec a décidé de son prix dans sa tête, il est un petit peu vieux, et il n'en bougera pas. Parce que c'est des mecs qui ont de l'argent, qui sont un petit peu riches, et que tu es par exemple sur un marché luxe, et bah, quand tu n'as pas besoin d'argent, pareil, tu bouges pas trop sur ta négo. Et il y a des biens qui sont plus négociables, des gens qui sont pressés, des gens qui déménagent, des gens qui changent de métier, des gens qui changent de région, des gens qui divorcent. Il y a des successions, il y a des biens qui ont été abandonnés et qui nécessitent énormément de travaux. Il y a des biens peut-être qu'il faut raser pour ne récupérer que le terrain. Souvent, on me dit, Yann, moi, je fais l'étude sur certaines maisons et je me rends compte qu'il faudrait qu'on me la donne pour qu'elle soit rentable, et notamment en locatif. Il y a tellement de travaux qu'il faudrait qu'on me la donne. Même si on me la donne, je suis même pas sûr tellement il y a de travaux. Mais parfois, il y a des biens, en effet, il faut les raser et il faut garder que le terrain. Alors, sur certains secteurs très précis, etc. Mais c'est vrai, en effet. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les chiffres doivent parler, ok? Mon tableau, mes chiffres, ma marge, et puis à partir de là, je tente des négociations avec plein de leviers différents. Je ne vais pas rentrer encore une fois dans les détails ici, parce que sinon on parle 5 heures de négociation. Il y a plein de leviers, on parlera de certaines techniques et de certaines... J'ai plein d'anecdotes de choses qu'ont fait nos clients, etc. Sur la conférence qui se passera le 29 octobre à 20h, si tu arrives en cours de vidéo, yandarwin.com/live, on ira plus loin que cette vidéo débutant, et notamment je te parlerai beaucoup des anecdotes un petit peu qu'on voit chez Green Bull Campus. Tu sais qu'on a un comité projet avec les marchands de biens, on accompagne les gens, on vérifie les dossiers, on a énormément de clients, on a pas mal d'anecdotes et de tips que je te donnerai. Donc comprends que faut que les chiffres fonctionnent et que la négo se fasse. Tous les biens ne sont pas négociables et c'est normal de prendre énormément de refus, ok ? J'ai tendance à dire souvent, pour grossir le trait, tu vas voir 1000 annonces, tu vas visiter 100 biens, tu vas faire 10 offres et tu vas en avoir une acceptée. C'est pas vrai, c'est exagéré, mais globalement, c'est un petit peu l'ordre de grandeur. De comprendre qu'il faut faire du volume. De comprendre qu'on veut acheter uniquement les bonnes affaires pour aller chercher notre renta minimum. Qu'on est marchand de biens, qu'on est entrepreneur, qu'on est commerçant, qu'on a des obligations légales, qu'on a plus de risques qu'un investisseur lambda. Certes, on a également plus de reward et heureusement, quand on réussit, on fait plus d'argent. Là, le risque amène le résultat, mais il faut être prêt à faire un petit peu ces chiffres-là. Donc, il faut être prêt également à avoir un petit peu le temps de le faire. Donc, on peut très bien faire du marchand de biens en parallèle de son travail. J'ai commencé comme ça, il n'y a aucun problème, mais c'est pas genre je fais ça en dilettante en parallèle de mon travail. C'est non, par contre, j'y vais quoi. C'est-à-dire que j'y vais le soir, j'y vais le week-end, j'y vais machin. Si possible, j'ai un associé qui a plus de temps, ou alors on a tous les deux moins de temps, mais on est 2 voire 3. Et il faut y aller quoi. Tu vas pas être marchand de biens comme dans les films, c'est magique, j'achète, je vends au téléphone et je vais jamais aller sur le terrain. Non. Il faut être prêt à faire un petit peu ça. Par contre, plus de risques, plus de travail, également plus de retours. Et on verra sur la conf des exemples vraiment très précis avec des clients, avec leurs chiffres. Et tu verras qu'on peut faire des belles choses. Genre, vraiment des belles choses, des choses intéressantes. Mais il faut être prêt à mettre les moyens, ok? Donc, acheter en dessous du marché, on a compris. La négociation, tous les biens ne sont pas négociables, on a compris. La clé, c'est de savoir identifier soit les biens sous-évalués, soit les biens avec un fort potentiel d'amélioration, ou les biens avec un fort potentiel de négociation. Parce que si, par exemple, tiens, ce bien qui est un peu négociable, j'ai pas ma négo suffisante, mais par contre, je suis contrebalancé, je suis compensé par l'amélioration du bien, bah les deux se compensent. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai la négo, donc la baisse de valeur de ce que je vais payer, et d'un autre côté, j'ai comment je vais améliorer ce bien. D'où l'importance de l'équipe, d'où l'importance des artisans, d'où l'importance de comprendre un minimum les travaux, ou en tout cas de se former, parce que tout s'apprend, hein, les amis. J'ai tout appris, hein, je n'ai pas fait d'école, j'ai appris sur le terrain, tout s'apprend. Mais il faut trouver sa marge. Donc on va la trouver un peu dans la négociation, on va la trouver un peu dans l'augmentation du prix du bien et l'augmentation de la valeur du bien.
Ou alors on va la trouver beaucoup dans l'augmentation de la valeur du prix du bien et pas du tout dans l'achat. Parfois, on peut acheter au prix du marché quand on est marchand. Hein. C'est pas un gros mot, attention, je suis pas en train de dire la négociation fait tout, on est uniquement sur un jeu de volume et de négociation. Non, je suis en train de dire on est sur un jeu d'aller trouver cet écart type de marge. Maintenant, est-ce que ça passe une partie par la négociation et l'autre partie par l'amélioration du bien, l'amélioration de la valeur du bien, le prix de sortie qui augmente parce que je le rénove, parce que je le mets en valeur, parce que je le découpe, ou parfois même parce que j'attends. Il y a eu beaucoup de marchands à l'époque, peut-être un peu moins maintenant, qui faisaient un petit peu de la rétention, qui achetaient des gros parcs, alors c'était des marchands avec beaucoup de moyens, qui achetaient des gros parcs immobiliers en dizaines, en centaines de lots, et qui attendaient. Parce qu'ils étaient sur un marché très haussier et puis ils libéraient petit à petit et ils ridaient tout simplement la vague de l'augmentation de prix du marché général. Parce que le marché t'aide aussi. Le marché, il vient pousser par là, quand il est bien orienté, bien sûr. Donc, il faut être capable de remettre tout ça dans la balance, ok ? Je pense que, voilà, on a un petit peu fait le tour. Je vais avancer, je regarde un petit peu mes notes. Comprenez également, je répète encore une fois, les délais. Vraiment, gestion des délais, les amis. Vous connaissez l'immobilier, vous avez compris que bien souvent, on a des délais, un permis de construire. Souvent, en marchand, ce qu'on fait, c'est qu'on vend le projet, entre guillemets, c'est-à-dire on va packager, on va pas faire les travaux pour gagner du temps, mais on va packager. Par exemple, on va demander les différents permis, différentes autorisations, différentes déclarations de travaux, on va faire les devis, on va faire les 3D, on va faire les 2D, les décos, les rendering, etc. Et on va vendre la vision, hein, on appelle ça vendre le projet, à notre acheteur. Ça se fait beaucoup, on l'a notamment beaucoup fait dans le sud, c'est-à-dire que voilà, tu prends un projet, tu dis voilà, on a ce terrain, on a cette vieille maison qui va être détruite, et puis boum, en construire une nouvelle, ça coûtera ça. Voilà des exemples de devis, voilà des exemples de découpage, voilà des exemples de plans, voilà l'autorisation, on peut construire jusqu'à temps, etc. Et hop, tu vends ça. Et c'est l'acheteur qui se débrouille de faire sa maison à son goût, etc. Mais au moins, tu l'as packager tout simplement le projet. Et ça se fait beaucoup et ça permet de gagner pas mal de temps et ça se fait assez bien au fur et à mesure du réseau qu'on peut avoir. On va passer, si tu le veux bien, au point suivant, qu'on puisse avancer. Donc, on a vu ces stratégies-là. Maintenant, on va parler du financement. Un petit peu. Point 5, financement. Ok, c'est parti. Financement. Alors, le marchand de biens, c'est quoi comme bête, ça ? Est-ce que on a du prêt bancaire comme quand on est investisseur locatif ? Comment ça fonctionne ? Alors, il faut comprendre qu'on va avoir deux levels d'argent. Okay, en effet, on va avoir les fonds propres, qui sont importants en marchand de biens, on ne va pas se le cacher. Hein, tu ne vas pas arriver marchand de biens avec 2000 € de côté, ça ne va pas fonctionner. Fonds propres. Et on va avoir bien sûr la partie levier. Alors, il y a deux grandes écoles. Il y a un petit peu les marchands, je dirais, de la vieille génération, qui font tout en fonds propres. Un petit peu modèle promoteur vieille génération, tu vois. Ok, j'ai pas besoin de la banque, je me suis fait moi-même, j'ai fait des opérations de plus en plus grosses, etc. Et puis maintenant, je fais mes opérations tout seul. Ce qui a plein d'avantages. Ce qui permet de ne pas avoir une banque qui t'emmerde, qui regarde par-dessus ton épaule, qui te fait signer quand même souvent des cautions personnelles et des trucs où tu verras la première fois que tu fais une ligne de crédit à la banque en tant que marchand, t'as peur du dossier. C'est plus un dossier de prêt, tu vois, le petit dossier de prêt particulier. C'est quelque chose de quand même beaucoup plus sérieux. Tu es sur le pôle promotion immobilière. C'est quelque chose où bien souvent on va te demander des garanties personnelles. Ça se fait très bien, mais voilà, c'est pas le même level. Donc je comprends très bien ces gens qui disent ok, moi j'ai fait un appart, 2 apparts, 3 apparts, un immeuble, machin. Maintenant j'ai X millions de trésorerie, de fonds de roulement qui me permet de faire mes opérations de marchand tout seul sans la banque. Ça me permet de ne pas avoir cette emmerde administrative. Ça me permet de shooter quand j'ai envie d'acheter, boum, j'achète. Je pose de questions à personne. Ça permet de diminuer mes frais de portage parce que forcément, j'ai pas la banque derrière, j'ai pas d'intérêt, j'ai pas de pression, ou en tout cas beaucoup moins, et j'ai beaucoup moins de frais de portage, je suis plus libre, également sur mes travaux, etc. J'ai pas besoin de justifier, j'ai pas besoin de montrer patte blanche. Je le comprends très bien, ça marche très bien. Par contre, quand même, faut quand même comprendre que la beauté, et c'est pour ça que j'ai même pas écrit prêt, j'ai écrit levier, la beauté du financement, c'est quand même de faire du levier sur ses fonds propres. Et on comprend très bien que, je vais faire des chiffres imaginaires, mais une opération qui vaudrait 100, sur lequel j'aurais 20 de marge, je ne vais pas compter les impôts, hein, c'est vraiment pour qu'on comprenne la psychologie. À la fin, j'ai 120. Si j'ai tout financé en fonds propres, j'ai sorti 20, j'ai gagné 20, j'ai sorti 100, pardon, j'ai gagné 20, ok, 120, 20%. Génial. Maintenant, une opération qui coûterait 100, au lieu de l'avoir financé, et donc qui toujours rapporte 20, au lieu de l'avoir financé 100, cette fois-ci, je l'ai financé 30.
parce que j'ai mis 30% d'apport. Donc la banque a mis les autres 70. Ben, cette fois-ci, j'ai fait 20, non pas sur 100, mais sur 30. Pour les mêmes 120 à la fin. Donc forcément, mon rendement sur cash, on comprend bien que si on vient calculer 20 sur 100 et 20 sur 30, c'est pas le même rendement sur cash. On comprend bien que le rendement est beaucoup plus intéressant dans un cas que de l'autre. Okay, dans le cas 20 sur 100, bien sûr, bah, c'est 20%. Dans le cas 20 sur 30, c'est très exactement 66%. 66,6 okay, de rendement sur cash. Donc, mon levier me permet d'avoir un rendement sur cash qui est beaucoup plus intéressant. Mais il vient avec des contraintes, il vient avec du risque, il vient avec le fait de montrer patte blanche et le fait d'aller demander ce qu'on appelle en marchant bien souvent une ligne de crédit. Comment ça fonctionne? C'est quoi la différence avec un prêt amortissable classique? C'est qu'une ligne de crédit, c'est une ligne de découvert, très schématiquement. C'est-à-dire que la banque va te fournir l'argent. Alors tu vas mettre un apport qui est nécessaire et obligatoire en marchand de biens. C'est pour ça que je disais que quoi qu'il arrive, il faut des fonds propres. L'apport va très souvent être de 30% au minimum. On peut aller un peu moins, on peut même aller sans apport quand on a énormément d'historique avec la banque, de très bonnes relations et pas mal de fonds propres. Mais très souvent, 30% c'est standard, 30% minimum, ok, c'est standard avec la banque. Comment ça va fonctionner? Tu vas verser ton apport, la banque va payer, verser au notaire, etc. comme ça se fait sur du locatif. Et tu vas avoir une ligne de crédit qui va être une ligne de découvert. Donc par exemple, si le bien... je sais pas, c'était 300 000, tu as mis ton apport, j'arrondis les chiffres, 200 000, et la banque t'a prêté 200 000, tu vas être à moins 200 sur le compte, plus les frais, etc. J'arrondis encore une fois. Tu vas être à moins 200 sur le compte, et maintenant ton but, c'est de remonter ce compte-là. Voilà. Et tu vas découper ton immeuble, tu vas vendre un appart 50 000, boum, tu vas être à moins 150. Et puis tu vas en vendre un autre 80, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, tu vas passer en positif. Plus 20, plus 30, plus 50, etc. Et à la fin, bah, il te restera sur ce compte, finalement, ta plus-value. Voilà comment ça fonctionne. Au niveau de la ligne de crédit, la ligne de découvert. Attention, oui c'est possible. Beaucoup de marchands le font, et c'est très intéressant. Hein. Nous encore aujourd'hui, après quasiment 200 millions de dollars aujourd'hui investis dans l'immobilier, on continue à faire du levier bancaire. Parce que, pour le rendement sur cash, ok. Mais, bien évidemment, il y a des frais. Il y a le prix du crédit, le prix du découvert, donc vraiment les intérêts. Il y a des frais de dossier, il y a des frais de mise en place, des frais de gestion, des conneries, il y a des frais partout. Okay, donc un prêt marchand coûte plus cher qu'un prêt amortissable classique d'investisseur immobilier. Ok, comprends-le. Il n'y a pas de comparable parce qu'il y a une façon de le calculer qui va être indexée sur le Ribor, etc. On va mettre des frais, etc. Ça va te donner un espèce de TAEG. Mais globalement, j'ai envie de te dire que ça dépend des taux. Mais si demain, t'empruntes à 3% sur du locatif, en marchand, tu vas être à 5-6. Quoi. Voilà. Si demain, tu es à 4, tu vas être à 6-7. Si demain, tu es à 1,5 sur du locatif, en marchand, tu vas être à 3-4. Okay, donc c'est plus cher. D'où l'importance de sortir rapidement, de déboucler rapidement. Parce que, qu'on prête à 5, 6, 7, 8, 10, 15% si tu as envie, j'ai aucun problème. Si je déboucle en 1 jour, en 2 jours, c'est complètement possible en marchand d'acheter le matin, de revendre l'après-midi. Avec des mécanismes, on en parlera plus en détail sur la conférence live qui est là, yandarwin.com/live. Il y a des mécanismes aussi qui sont complètement possibles pour acheter le matin, revendre l'après-midi. Donc si je fais ça avec un prêt bancaire, que je reste exposé une journée, 2 journées, une semaine, même un mois, et que je suis à 6 ou 8% par an, ben c'est le prorata de mon exposition. Donc j'aurais fait du levier, j'aurais mis pas énormément de fonds propres, pas énormément de cash, j'ai un très bon rendement sur cash. Et il faut comprendre que dès qu'on s'intéresse à des frais, dès qu'on s'intéresse à ce que va nous coûter un taux d'intérêt ou des frais, notre ennemi c'est le temps. C'est pour ça, encore une fois, que ce temps est si important en marchand de biens. Moins je reste exposé longtemps, moins j'ai de frais de portage, moins j'ai d'intérêt, et moins tout ça vient s'empiler. Et en plus, plus rapidement, j'ai plus d'argent, donc plus de fonds propres, et je lance ma boule de neige. Ok ? On continue. On passe à la partie montage fiscal et juridique, optimisation fiscale et montage juridique, la partie 6. On avance, hein. Je t'avais dit que cette vidéo allait être dense et c'est pour ça que je la découpe en cette vidéo plus un live parce que tu vois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, on est au point quoi? Non, on n'est pas du tout au point 4.
On est au point 6. Donc, optimisation fiscale juridique. Alors, je vais pas, pareil, c'est pareil, hein. Si, faut rester sur une vidéo débutant, si je rentre dans les détails des arcanes complets de la fiscalité et du juridique qu'on fera également plus en détail lors de la conférence, on va y passer 5 heures. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est en marchand, très simplement, on est forcément, même si légalement on ne l'est pas forcément, on peut très bien faire ça en nom propre, mais c'est complètement débile. Voilà, je vais pas plus expliquer pourquoi, mais vraiment il ne faut pas le faire en nom propre, c'est dangereux, ça n'apporte que des désavantages, donc vraiment voilà. Désolé, pour une fois, je t'annonce un truc sans t'expliquer pourquoi, mais c'est pour gagner du temps. C'est débile de faire ça en nom propre. On va très souvent faire ça sous forme de société, même dans 100% des cas sous forme de société, avec principalement la SAS ou la SAS unipersonnelle qui va nous servir tout simplement de proxy, okay, de SPV pour encapsuler nos opérations. Maintenant, ce qui m'intéresse surtout, c'est de comprendre dans les grandes lignes qu'est-ce que je vais faire quand je vais être un marchand, on va dire, qui veut se professionnaliser. J'allais dire professionnel, mais un marchand par définition est professionnel, même s'il fait ça en dilettante, hein, même s'il fait une opération par an, il est quand même professionnel aux yeux de la loi, on l'a compris. Qu'est-ce que je vais faire pour optimiser tout ça? Et optimiser la fisca, optimiser le juridique, et surtout la fisca. On sait très bien que en France, la fisca est importante. On peut quand même vraiment diminuer par beaucoup d'optimisation la pression fiscale sur le marchand de biens. Sans rentrer dans le détail du montage, mais ce qu'on va faire très souvent, c'est qu'on va mettre un holding et des sociétés filles. Okay, chaque société fille, qu'on va souvent appeler un SPV, c'est-à-dire Special Purpose Vehicle en anglais, c'est-à-dire une société dédiée à faire une opération, okay, va être fille de la holding. Ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de mettre une opération par société. Okay, première chose. Donc finalement, de cloisonner les risques si jamais il venait se passer un truc dans une seule société. Ça va nous permettre de cloisonner la comptabilité dans une seule société, de cloisonner les dépenses dans une seule société. Premier avantage. Deuxième avantage, d'avoir une mère ici, qui est une société holding, c'est-à-dire que la définition c'est tout simplement qu'elle gère un groupe de sociétés, ok, et là on va être sur de la holding patrimoniale. Ça va nous permettre, si j'ai une autre activité, je sais pas moi, si je suis chef d'entreprise, que j'ai un resto, une pizzeria, peu importe, hein. D'ailleurs ça pourrait être aussi une SCI où je fais de l'immobilier patrimonial, et ben elle va être ici. Si j'ai une activité où je vends des kebabs ou peu importe, elle va être là. Et en fait tout va être géré par ma holding, ce qui va me permettre quoi? Ce qui va me permettre des optimisations fiscales, de remontée de dividendes, premièrement, ok, avec le régime mère-fille, ça me permet d'être quasiment pas taxé, vraiment à quelques miettes, sur les remontées de dividendes. Au lieu de me les payer moi, personne physique, et de me manger une flat tax ou un IRPP, je ne sors pas l'argent, il reste dans le groupe, il remonte à la holding et je paye quasiment rien, je paye vraiment quelques miettes. Okay, je fais juste une réintégration d'une quote-part de dividendes. Okay, donc, ça me permet de remonter toute la trésorerie ici et elle, ensuite, elle peut balancer. Par exemple, faire un prêt ici. Il y a des conventions de trésorerie, des conventions de prêt, des apports en compte courant. Donc, par exemple, si cette société-là, elle fait grave d'argent, poum, ça remonte en dividende. Et poum, ça redescend sur ma prochaine opération qui n'est pas encore là. Voilà, hop, ça redescendra là. Donc ça me permet de gérer très bien les flux de trésorerie du groupe. Ensuite, ça permet un deuxième grand avantage, sans rentrer plus dans le détail. Si j'ai cette société, par exemple, qui est en déficit, pour une raison ou pour une autre, parce que c'est de l'immobilier patrimonial, par exemple, donc je fais du déficit. Donc ça, là, c'est plus une société de marchand de biens, c'est une SCI patrimoniale qui est en déficit, parce qu'elle ne paye pas d'impôts. Mais si elle est en déficit, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle une intégration fiscale et non plus faire la compta au niveau d'une seule société du groupe. C'est-à-dire, elle fait sa compta, elle fait sa compta, elle fait sa compta, elle fait sa compta. Je vais avoir ce qu'on appelle, alors elles vont quand même faire leur compta, mais je vais avoir en plus une compta ici consolidée au niveau total du groupe. Ce qui fait que je vais pouvoir faire remonter les déficits. C'est-à-dire que si elle est en déficit, mais elle a grave en bénéfice, et donc elle a de l'IS, boum, je fais remonter une partie des déficits et je viens baisser l'IS global au niveau du groupe. C'est-à-dire que si j'avais calculé l'IS de chaque société une par une, ou alors de tout le groupe, eh bien j'arrive à avoir un IS finalement qui s'abaisse un petit peu. Voilà, il y a plein, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, il y a plein d'avantages à avoir ce type de montage, et c'est très souvent ce qu'on fait en marchand de biens. Ça permet également de clôturer une société quand elle a terminé son opération pour diminuer les risques et d'aller recréer une société pour une nouvelle opération, et ainsi de suite. Okay, dans le cadre de cette vidéo,
L'important, c'est pas de comprendre les détails de comment on fait, les calculs de comment ça se fait, c'est de comprendre tout simplement la philosophie de cette gestion en holding groupe de société. Ok, j'avance, parce que vraiment, je parle trop, tu me connais, donc je continue. Donc, on va passer sur la partie gestion des travaux et des autorisations. Pareil, très rapidement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je suis marchand de biens, je peux faire des travaux, ok. Donc c'est la partie 7. Travaux et autorisation, ok. Moi, ce que je conseille souvent aux gens qui débutent, pour plusieurs raisons. Et la première raison, tu l'as compris maintenant, c'est le temps. C'est-à-dire que plus je mets du temps à déboucler mon opération, plus j'ai de frais, plus machin, plus j'ai de risques, on a compris. Donc la première raison pour laquelle souvent je conseille de ne pas faire trop de travaux, notamment sur les premières opérations qui vont être les plus casse-gueule parce que je suis débutant, etc., c'est pour optimiser le facteur temps. Maintenant, il y a une deuxième raison, qui est le facteur TVA. Ok. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails d'expliquer comment fonctionne la TVA dans cette vidéo-là. Parce que pareil, c'est beaucoup trop long. Par contre, je vais expliquer quand même qu'il y a 3 régimes de TVA quand on est marchand de biens. On a le régime qu'on appelle d'exonération, c'est-à-dire je ne paye pas de TVA. On a le régime de ce qu'on appelle de la TVA sur marge, c'est-à-dire que je paye de la TVA sur la partie de la marge, okay, pas sur tout le bien, mais sur la partie où je marge. Et j'ai le régime de la TVA sur le prix total. TVA totale, ok. Donc en exo, bah, c'est facile, c'est 0 la tête toto. En marge, bah, je calcule ma marge et j'applique 20% de TVA sur la marge. Par exemple, sur un bien que j'ai revendu 400 000, j'ai 100 000 de marge, boum, 20% de TVA là-dessus. Donc c'est quelque chose, hein, on va dire, je vais mettre un 1, parce que c'est moins que si forcément c'est la TVA sur le prix total. Là, le même bien que je vais vendre 4 ou 500 000, je ne calcule plus, tiens, j'ai fait 100 000, 200 000 de marge, la TVA elle est là-dessus. Non, elle est sur le prix total. Donc si c'est 500 000 que j'ai vendu, bah, c'est 20% de TVA sur 500 000. Donc là, je ne vais pas mettre 2, je ne vais pas mettre 3, je vais mettre 100. C'est-à-dire que là, c'est très cher. Donc bien sûr qu'on veut se retrouver plutôt là ou plutôt là, et jamais là. Ou alors, si je me retrouve là, il ne faut pas que je m'y retrouve en m'étant trompé. Parce que le problème, c'est qu'il y a énormément de critères qui nous font basculer d'un côté ou de l'autre, et parfois, et ça arrive à beaucoup de marchands, je peux me planter. Je pensais que j'étais en exo, et puis en fait, je suis sur la marge. Ou je pensais que j'étais sur la marge, et en fait, je suis sur prix total. C'est la merde. J'ai pas envie, tu vois. Parce que le contrôle fiscal derrière, il va te dire, ok, c'est pas de problème. Toi, t'as déclaré en exo, on t'a pas facturé de TVA, t'es allé faire ta petite vie, etc. Et le contrôle fiscal, il se passe toujours 1 an, 2 ans, 3 ans après, hein, voire 4 ans après. Ils vont dire, au fait, l'opération il y a 3 ans là. T'étais en exo, mais il se trouve que t'as mal calculé, Coco. Tu devais être sur la marge ou sur le prix total. Donc tu nous dois 10, 20, 30, 1 million de TVA, tu vois. Ça peut, sur les grosses opérations, ça peut aller très vite. Donc, il ne faut surtout pas se tromper à ce niveau-là. Donc, le régime de TVA est extrêmement important. Le choix de la TVA est extrêmement important. Et tu vas me dire, mais pourquoi Yann, tu me parles de la TVA dans les travaux, on parle de travaux, tu me parles de fiscalité. Non, parce que le régime de TVA est conditionné par le niveau de travaux que je vais faire très schématiquement, hein, que je vais faire dans le bien. C'est-à-dire que plus je vais faire de travaux, plus j'ai le risque de rendre ce qu'on appelle la consistance du neuf à mon bien, ok. C'est-à-dire qu'il est considéré légalement, fiscalement comme un bien neuf parce que j'ai fait tellement de travaux que je l'ai rendu neuf au regard de la loi, au regard des lois, en tout cas fiscales. Et donc là, s'il est neuf, bah, on le sait que dans le neuf, il y a de la TVA. Et donc je suis sur la TVA sur le prix total. Donc, encore un bon exemple, en plus du temps de portage qui va être plus long, pour faire peu de travaux ou pas de travaux. Parce que plus je fais de travaux, bien sûr, on apprendra ensemble, et c'est quand même le but, à comprendre dans quel cas je me trouve, comprendre comment aller chercher l'info, etc. Mais encore une fois, on est sur une vidéo pour les débutants. Donc, je veux faire peu de travaux pour le temps et pour le côté risque de bascule dans la TVA, sans le savoir qui est le pire risque, ou même en le sachant, bah, ce qui fait que je paye de la TVA. Donc, bien sûr, si je la paye, j'ai le droit de la récupérer, sur mes travaux notamment, mais on sait très bien qu'on en paye plus que ce qu'on en récupère, évidemment, puisque on ajoute de la valeur, et la taxe sur la valeur ajoutée, c'est bien le principe de prendre une partie de cette valeur ajoutée. Donc vu que j'ajoute de la valeur, je vais toujours me retrouver à payer plus que ce que je récupère, quoi qu'il arrive, même si ça va me permettre de baisser un petit peu la facture. Ok ? Donc, première importance dans les travaux, et première chose pour laquelle on veut peu de travaux, en tout cas quand on est débutant. Après, je ne parle pas aux gens qui sont avancés, qui vont faire des grosses rénaux, voire même de la construction, etc. Ils savent déjà ce qu'ils font. Et ensuite, on va avoir toute une partie
Anticipation sur tout ce qui est autorisation. Comprendre que plus je fais de travaux, plus je vais avoir d'autorisation, plus je vais devoir éventuellement négocier pour avoir des choses. On parle très souvent des places de parking dans la conférence. On est en train de la préparer en ce moment avec l'équipe. On vous partagera des cas qu'on a eus parmi nos clients, de gens qui arrivent à esquiver des places de parking, de gens qui arrivent à esquiver des obligations qui sont normalement demandées par l'urbanisme via de la négociation. Il y a plein de possibilités. Donc ça demande d'anticiper tout ça. Donc en gros, plus je vais prévoir de travaux, plus je vais prévoir de modifications, plus je vais devoir anticiper toutes ces autorisations. Ok ? Comprenez bien. Donc ça, c'est important. Allez, on continue. Vidéo débutant, encore une fois. J'en donne beaucoup. J'essaie de quand même que ça reste digeste et que ça dure pas trop longtemps. La commercialisation maintenant. Commercialisation et vente. Le point 8, c'est parti. Alors là, ça commence à être marrant. Pourquoi ? Parce que qui dit commercialisation, dit on déboucle. Qui dit on déboucle, dit bring, c'est le moment où on touche de l'argent. Alors, je voudrais donner quelques points. Encore importance du réseau et notamment des agents de confiance. Ok ? On connaît tous le level de l'immobilier en France. On connaît tous le level de pas mal d'agents immobiliers. Il va falloir trouver les bons. Il va falloir trouver des agents de confiance. Il va falloir travailler avec un réseau personnel, un réseau qui va être testé. Souvent, ce qu'on fait sur les reventes, c'est qu'on a pour habitude de donner en commercialisation à l'agent qui nous a trouvé le bien. Et souvent, quand on est marchand de biens, on veut faire ça. Alors, pas forcément que à lui, mais en tout cas, il faut que cet agent-là ait le bien. Si, bien sûr, il est bon, il est intelligent, on veut le garder dans son réseau et on veut qu'il nous source des nouveaux biens. Mais un agent qui est bon, qui a compris le métier de marchand de biens, qui t'emmène des biens, qui t'emmène des bonnes affaires, qui te fait du off-market, qui te les présente en premier, bien évidemment que c'est un échange de bons procédés. Quand tu vas acheter, tu vas lui payer une commission une première fois, parfois même que tu vas négocier parce que tu vas être dans la position de l'acheteur. Et puis, quand tu vas vendre, c'est l'inverse, mais lui, il va quand même toucher une deuxième commission, il va être content, il aura fait 2 commissions finalement sur le même bien. Et pour lui, c'est super intéressant. Donc c'est un peu un jeu de donnant-donnant avec les agents immobiliers et les marchands de biens, et il est super important de se trouver pareil, de se monter son équipe. Bien sûr, personne n'est exclusif. Les agents immo vont travailler avec plusieurs marchands de biens. De toute façon, tous les marchands de biens ne sont pas au même moment disponibles avec des fonds pour shooter tous les biens. Donc, c'est une espèce de danse qui se fait bien. Mais en tout cas, comprends que sur la partie commercialisation, le réseau, la confiance est super importante et intéressante. Ensuite, la partie off-market. Comprenons aussi que, étant donné qu'on vend nos biens au prix du marché ou un petit peu en dessous du marché, on aime bien souvent commencer par du off-market. C'est-à-dire, comme quand on achète, ne pas mettre les biens tout de suite en pub sur le marché, de partout. Ça y est, le truc il arrive sur le marché, tu le vois partout, et ça dévalorise un petit peu l'offre. Ok ? Moi, quand je vois un bien qui est sur absolument tous les sites d'annonces, que je le vois tous les jours, matin, midi et soir, je me dis, personne en veut, tu vois. Ça te met un espèce de truc psychologique. Alors qu'on est professionnel, tu vois, alors qu'on est intelligent, alors qu'on sait très bien qu'on va aller le voir, qu'on va quand même vérifier par nous-mêmes si quelqu'un n'aurait pas vu, s'il n'y avait pas un truc, une négo. Mais mets-toi à la place de l'acheteur qui est souvent notre cible, entre guillemets, notre client quand on est marchand, le particulier. Lui, quand il va acheter sa résidence principale, quand il va acheter son appartement, ou le petit appartement pour le fils qui fait ses études, machin, à la fac, ça va un peu dévaloriser le truc s'il est partout, tu vois. Et surtout s'il est bien pricé. Donc, ce qu'on aime souvent, et ça rejoint le premier point, c'est de donner en off ou en exclusivité à une seule agence, ou alors de dire ok, le mets pas en pub pour l'instant, tape dans tes contacts, c'est bien pricé, etc. Et souvent, on arrive à faire partir les biens sans qu'ils passent en pub. Ça permet aussi aux agents que ça coûte moins cher, parce que ça coûte cher de passer les biens en pub, et souvent, ça se fait sur du réseau, du donnant-donnant, ça permet de travailler le réseau, etc. etc. Donc, c'est une stratégie qui est pas mal, notamment quand on commercialise. Et encore une fois, on pense au temps. Ok ? Donc, encore une fois, quand tu es vendeur, toi aussi, on va te négocier, forcément. Souvent, si tu tapes dans du particulier, dans du coup de cœur, dans de la résidence principale, tu peux te débrouiller pour qu'il n'y ait pas de négociation. Tu peux te débrouiller pour être ferme sur tes prix si tu es bien pricé, si tu es bien placé, surtout si tu es en dessous du marché. Mais comprends également que c'est toujours pareil. Accélérer une vente permet d'optimiser le temps, permet d'optimiser les coûts, notamment s'il y a une ligne de crédit. Donc, accepter une négociation, je veux dire, qui soit vraiment faible, tu vois,
qui soit un petit peu vraiment la négociation de politesse, tu vois, d'enlever 1000, 2000 euros par-ci, 5000 euros, ça dépend du prix du bien, pour que ton acheteur soit content et surtout qu'il déroule rapidement, c'est intéressant, ok, première chose. Deuxième chose, favorise les acheteurs cash. Parfois, sur un bien qui est très demandé, un peu coup de cœur, tu vas avoir 1, 2, 3 offres. Favorise les acheteurs cash. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On a beaucoup plus de chances que le compromis ne pète pas. On a beaucoup plus la chance que ça aille au bout, que la vente saute pas. Si la vente saute, on perd du temps. Les compromis en France, c'est long, c'est douloureusement long. C'est beaucoup trop long d'ailleurs, c'est incompréhensible tellement c'est long. Mais voilà, il y a des délais. Il faut les prêts bancaires, il faut l'acceptation, il faut machin, la rétractation. C'est extrêmement long, c'est insupportable. Et surtout, le temps, c'est de l'argent en tant que marchand de biens. Donc, on optimise au maximum le processus de vente. On n'hésite pas, on est professionnel, à relancer les notaires. Les notaires sont lents, les études sont lentes, les clercs sont lents. Tout le monde est lent dans ce pays, ok? Et dans tous les pays d'ailleurs, tout le monde est lent quand tu es un peu énervé dans ta tête. Donc, on relance, on se fait un calendrier. On ne laisse pas traîner genre oui, il m'a dit qu'il me rappelait. Non, on rappelle, on vérifie, on fait accélérer les choses. Le temps, c'est de l'argent, surtout quand tu as un prêt qui coûte cher, surtout quand tu n'as pas encore débouclé. Parce que là, je parle facilement d'un seul bien. Mais si tu découpes un immeuble et que tu as 8 apparts à vendre, ta plus-value, elle est où? Elle est dans le dernier lot ou les 2 derniers lots. C'est-à-dire que les premiers lots ne servent que à rembourser soit tes coûts, soit tes frais, soit la banque, etc. Donc ta plus-value, ou le prix d'achat du bien, tout simplement, même si tu as payé cash. Donc ta plus-value réside toujours dans les derniers lots. Le problème, c'est que les derniers lots, bien souvent, si c'est les derniers, c'est que c'est peut-être un peu les moins bons. Sauf si tu as une stratégie de commercialisation très smart au niveau de la découpe. Mais c'est souvent les moins bons, ceux qui sont les plus négociables, ceux qui sont parfois les plus petits, les moins lumineux, etc. Enfin, voilà. Donc tu vois, tu as un petit problème entre, ok, il y a des trucs qui partent tout de suite parce que c'est les meilleurs. Et tu te retrouves avec ta plus-value bloquée dans les moins bonnes unités, tu vois, dans les apparts qui puent, quoi. Donc, attention. On y pense bien également d'anticiper ça, peut-être de faire une commercialisation étagée ou peut-être de faire un plan de pricing intelligent avec des prix au mètre carré un peu moins importants, un peu plus importants et en fait d'étaler finalement sa plus-value et de faire des prorata tout simplement sur les différents biens. Ok, ça va être tout sur la partie 8. On va aller sur la partie 9. Gestion du risque et trésorerie qui est quand même super importante. Tac, 9, risque. Le métier de marchand de biens, il n'est pas tout rose. Bien sûr qu'il y a des risques. Bien sûr qu'il y a des risques même supérieurs. Encore une fois, hein, c'est toujours la balance. Hein. Voilà, risque, reward. Les risques sont supérieurs très clairement à l'achat patrimonial, à la petite opération sur ma résidence principale, à la petite SCI avec les 3 lots en meublé. Par contre, on fait plus d'argent, très clairement. Ma première opération, j'ai fait plus de 100 000 euros de plus-value. 110 ou 120 000 euros, ça remonte un petit peu maintenant, de plus-value. Quand tu as, à l'époque, je ne sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 24 ans, 24, 25 ans, un truc comme ça, 110, 120 000 euros sur ta société, ça y est, tu as tout payé, les travaux, les artisans, tu as remboursé la banque, etc. Il se passe un vrai truc, tu vois. Donc, ça te permet, si tu es intelligent, ce que j'ai pas été à l'époque parce que débutant, hein, tu vois, les erreurs, je les ai pas mal fait. Si tu es intelligent sur le réinvestissement de cet argent-là, sur comment tu redéploies, est-ce que tu continues à faire la même chose parce que ça marche, est-ce que tu vas chercher du plus gros, etc., etc., tu peux très facilement, toute proportion gardée, mais très facilement quand même, parce que faut pas déconner, on n'a pas envoyé une fusée sur la Lune, on a bien acheté un bien, on a bien revendu un bien, ok ? Oui, il y a des risques. Oui, il faut faire intelligemment. Oui, il faut réfléchir. Oui, il faut s'entourer d'une équipe. Oui, il faut vérifier la fiscalité. Oui, il faut comprendre. Oui, il faut se former. Mais on n'a pas guéri le cancer. On n'a pas envoyé une fusée sur la Lune. Tu vois. On a vendu un immeuble. On a acheté et vendu un immeuble. Donc, c'est quand même super intéressant. Et c'est un des vrais moyens, encore aujourd'hui, de faire de l'argent. Par contre, les risques. Gestion trésor. Super importante. Ok ? La trésor, vraiment, c'est le nerf de la guerre du marchand. Il va falloir poser des apports. Il va falloir poser éventuellement des séquestres. Il va falloir avancer des travaux. Il va falloir pas chipoter quand il y a 2000 ou 3000 euros de géomètre, etc., etc. Tu peux pas aller voir ta banque à chaque fois de dire « Ah tiens, j'avais pas anticipé, il faut mettre une haie, j'en ai pour 800 euros. » Non.
Ça, c'est du particulier, ça, c'est l'investisseur locatif, c'est du débutant, c'est pas du professionnel, ok? Donc, c'est pour ça que souvent, je dis aux marchands de biens qui débutent, commencez par des petits... c'est de faire un studio aller-retour. Hop, j'achète, je rénove, j'embellis, je revends, j'ai bien acheté, j'ai bien vendu. C'est déjà se mettre le pied à l'étrier du marchand de biens. Et pas prendre de risques super importants. Alors, ça dépend de ton patrimoine, c'est toujours pareil. Hein, ça dépend combien tu as de cash de côté. Si tu me dis j'ai 100 000 balles de cash, c'est pas pareil que si tu me dis j'ai 20 000. Tu vois. Si tu me dis j'ai 500 000, j'ai 300 000, j'ai hérité, ou j'ai vendu mon immobilier locatif, ou j'ai un associé, ou etc. Bien sûr, adaptons, s'il vous plaît, le truc à chacun. Mais n'ayez pas peur de commencer un petit peu plus petit pour ne pas négliger vos besoins en trésorerie. Vraiment, tu le sais si tu as déjà eu une entreprise, souvent ce qui pêche, c'est le fonds de roulement, c'est la trésor. Il y a un moment où on en manque et il faut juste négocier un virage et on manque de trésor. Donc soyez super exigeants sur vos fonds de roulement. Couvrir les imprévus, couvrir un délai de vente, une vente qui pète, tiens ça devait se vendre la semaine prochaine et puis ça a pété, le compromis, il faut repartir, j'ai un nouvel acheteur, bam, je repars sur 2 mois ou 3 mois, il faut que je sois capable de payer mes frais de portage, il faut que je sois capable de commencer à payer le géomètre de la nouvelle opération que j'avais anticipée parce que je pensais que celle-là allait être vendue, donc du coup je me suis engagé sur un autre truc, il y a des frais qui commencent à arriver, etc. C'est toujours l'imprévu en fait. Ce qui est prévu c'est facile, ce qui est imprévu c'est dangereux, ok? Donc attention avec la trésor, on peut vraiment tomber en difficulté même si on a des bonnes marges, même si on a on peut avoir les meilleurs biens du monde. On peut vraiment avoir combien d'entreprises, enfin, je veux dire, on a l'exemple toujours dans l'actualité, combien d'entreprises montent au sommet et se plantent ou font faillite ou se font racheter ou ont des grosses difficultés financières juste sur un manque de fonds de roulement. Okay, tiens, là il faut bridger 100 000, 200 000, 1 million, 10 millions, ça dépend de la taille de la boîte, pendant 2 semaines et on les a pas. Et on est bloqué. Et le créancier, il s'en fout que tu les as pas, tu vois. Donc attention vraiment, je vais justement appuyer uniquement dans cette partie gestion de risque et trésorerie là-dessus, parce qu'on est encore une fois sur une vidéo débutante, on ira plus loin dans la conférence, mais soyez extrêmement exigeants avec ça. N'ayez pas peur de vous associer. Il vaut mieux avoir 30% d'un projet et que ça se passe bien, que vouloir à tout prix avoir tout et que ça se passe mal. Ou il vaut mieux avoir 10% d'un projet immense, je sais pas, à 10 millions, que 100% d'un projet à 300 000. Donc soyez intelligents. Quand vous êtes marchand de biens, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes professionnel, soyez vraiment intelligents. Okay, dernière partie, partie outils, ressources, que j'ai mis un petit peu en mode fourre-tout comme ça. Partie 10, ressources. Alors, ce que je voulais mettre en avant ici, c'est surtout la partie... de ce qu'il va vous falloir anticiper. Okay, la première chose, vraiment, c'est d'être capable de tenir des comptes. C'est d'être capable de faire de l'Excel. Alors, je ne te dis pas de me faire de la NASA avec ton Excel, de me mettre des camemberts, des chiffres, des machins, mais il faut avoir un petit peu cette appétence. Toi ou tes associés, parce qu'encore une fois, la beauté de l'association là-dedans, mais il faut quand même aimer les chiffres à un moment. Il faut aimer faire grossir le truc. Il va falloir être capable de penser à tout, de monitorer tous les coûts, même les petits coûts, même les petits frais de déplacement, même tu fais passer un resto sur ta boîte, le péage, le machin, parce que, et surtout si tu fais appel à une banque, ils vont te scanner. Ils vont regarder la santé de ton entreprise, ou si ton entreprise n'existe plus, parce qu'on est dans le schéma qu'on a vu un petit peu plus haut, où est-ce qu'il est, holding. Voilà, j'ai tellement fait un Picasso. Holding ici, l'entreprise est fermée. Ils vont quand même regarder la santé de ton groupe. Ils vont quand même regarder ta santé patrimoniale. Okay, donc, il faut être un petit peu exigeant sur cette partie-là. Il faut être un petit peu en phase avec les chiffres. Ce que je te conseille également, c'est la partie compta. Et pas la partie compta, mais la partie comptable. Comptable. Ok, il te faut un expert comptable qui tient la route. Il te faut un partenaire qui va t'accompagner, qui sait faire du marchand de biens. Ne me prends pas l'expert comptable qui a jamais vu un marchand de biens de sa vie, qui fait des coiffeurs, des restaurants, des pizzerias. Non, va chez un expert comptable, même s'il est plus cher, qui connaît le marchand de biens, qui est capable de lire un prévisionnel, qui a l'habitude de faire des prévisionnels, et, qui a l'habitude de travailler en marchand de biens, qui connaît les problématiques de la TVA sur marge, de la TVA sur prix total, qui connaît les montages à holding, qui connaît l'optimisation fiscale, financière, etc. C'est super important. Parce que toi, là, tu vas budgéter. Lui, là, il va déclarer. Ok ? Il va projeter. Il va faire de la prévision.
Et il y a tout un côté légal. Il y a tout le côté de le contrôle fiscal, etc. Super important. Et si tu n'as pas un bon comptable capable de projeter avec toi et d'avoir la même vision sur les projets, ça va être compliqué. Okay, donc ça, c'est la partie équipe. Dans la partie équipe, alors ça peut être la même personne, pas forcément. Ça dépend aussi de ton niveau dans le métier. Ça dépend si tu te lances, ça dépend si tu as déjà le réseau, etc. Mais d'avoir un fiscaliste qui travaille soit en équipe, ça peut être parfois dans le même cabinet, ça peut être quelqu'un que tu as d'avant, mais voilà. Si ton comptable n'est pas capable de faire la partie optimisation, d'avoir un fiscaliste, ça peut être également intéressant. Et il faut aussi que tu comprennes qu'il va falloir déléguer. Ok, externaliser si possible les tâches administratives, que ça soit quand on a des associés, avec ces divers associés, que ça soit éventuellement avec de la secrétaire et du secrétariat, que ça soit à mi-temps, que ça soit avec des freelances. Je parle de délégation également dans les sous-métiers, enfin dans les métiers du bâtiment et les sous-métiers. Le contracting, c'est-à-dire de dire ok, là j'ai décidé de faire des travaux, je veux faire un coup de cœur pour un logement étudiant. J'ai aucune idée, je suis nul en déco, c'est pas mon délire. Bah, je vais bosser avec un architecte d'intérieur ou une décoratrice, etc. etc. Et faire cette espèce de dream team, cette délégation, que ce soit tâches administratives, tâches fiscales, tâches terrain, toutes les opérations, c'est super important. Toi, tu es là pour faire de la décision stratégique, tu es là pour avoir ta valeur ajoutée, notamment sur l'achat, mais tu as aussi une partie de délégation sur l'achat. Tu as aussi la partie d'envoyer des chasseurs, entre guillemets, hein, que ce soit chasseur immobilier d'ailleurs, parce que c'est un métier qui peut fonctionner, ou que ce soit les agents immobiliers. Okay, donc, comprends également cette partie-là, super importante. Maintenant, si je peux conclure un petit peu cette vidéo débutant, on a vraiment fait le 360. Si tu as regardé cette vidéo de façon assidue, tu as maintenant compris les enjeux, ce qu'est le métier de marchand de biens, à quoi faire attention. Les clés du succès, vraiment, c'est de savoir identifier les bonnes opportunités en numéro 1, de savoir gérer la partie temps de portage, sortie, exercice de son client, marché, impact financier, impact fiscaux et optimisation de la rentabilité. Okay, si tu arrives à gérer tout ça et si tu es motivé pour apprendre à gérer tout ça et monter en compétences, tu as en effet ce métier qui s'offre avec un risque qui est là, mais qui peut être très contenu s'il est bien géré, et un reward qui est beaucoup plus important que ce que tu peux avoir sur des opérations locatives, ou en tout cas beaucoup plus immédiat, sans la partie gestion, comme si tu faisais du locatif avec de l'arbitrage incessant tout le temps, et une possibilité de faire une vraie boule de neige. Et ça, c'est complémentaire au locatif, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui font du locatif pour le côté patrimonial, long terme, retraite, et en parallèle du marchand de biens sur la partie cash rapide. Ça permet de diversifier également son patrimoine, parce que si je fais du cash rapide et que je rentre du cash, bah, je peux réinvestir en marchand d'un côté pour scaler cette activité, mais je peux également prendre une partie pour me faire un fonds en bourse où je vais faire du DCA, etc., mettre une partie en crypto. Bref, j'ai une possibilité, une étoile de mer de patrimoine qui va grossir, avec des sommes qui sont quand même plus importantes, qui arrivent souvent d'un seul coup et qui sont plutôt cool. Si tu veux nous rejoindre sur la conférence live, je te rappelle que, je te remets, tiens, hop, c'est ici en bas. Ça se passera en direct le 29 octobre à 20h, yandarwin.com/live. Le lien s'affiche aussi quelque part ici. Il est également quelque part dans les commentaires et dans la description de cette vidéo. Eh bien, je te dis qu'on n'est pas sorti de l'auberge. On va aller plus loin. On va aller avec l'équipe. On va aller avec les clients. On va aller avec les anecdotes et les conseils du comité projet. On se retrouve en direct le 29 octobre à 20h. Tu pourras également poser tes questions. Je te dis à plus la team. Ciao.